Alors, le triomphe de l'État, avec un point d'interrogation, par ce titre peut-être provocateur, je veux m'intéresser à la place de l'État dans cette crise et dans la résolution des conflits que nous avons connus. Alors, on a déjà répété ici à plusieurs reprises que nous sommes dans un centre universitaire. Ça veut dire que c'est un lieu de savoir, c'est vrai, mais c'est aussi un lieu d'expression critique. Je crois que c'est Eric qui l'a redit. Et je dis par là qu'on peut avoir de l'intérêt, de la sympathie pour un objet, et cela n'exclut pas un regard critique pour une meilleure appréciation de cet objet. Il me semble que la question de l'État mérite d'être posée dans cette mobilisation. Et poser la question du triomphe de l'État, même avec un point d'interrogation, je le précise, mais avec un point d'interrogation, c'est déjà relativiser la représentation que nous avons eue de cette mobilisation. À l'évidence, il n'y a pas de victoire par KO du LKP. Donc KO au sens sportif du terme. Alors, d'emblée, je veux me démarquer quand même de certains points de vue avancés ici ou là sur le caractère intégrationniste ou assimilationniste de ce mouvement. Si on a une lecture partielle, voire partiale, de la plateforme du LKP, si on la réduit à ce qu'on a appelé les revendications de premier niveau, c'est vrai que ça peut laisser penser qu'on est en plein de ce débat assimilationniste. Mais si on poursuit la lecture de cette plateforme, si on s'intéresse notamment aux questions d'éducation, à la priorité à l'emploi des Guadeloupéens, à la maîtrise du foncier, on est là dans des revendications qui renvoient inévitablement au cadre politique et à la limite même de ce cadre. Mais si on poursuit la lecture de cette plateforme, si on s'intéresse notamment aux questions d'éducation, à la priorité à l'emploi des Guadeloupéens, à la maîtrise du foncier, on est là dans des revendications qui renvoient inévitablement au cadre politique et à la limite même de ce cadre. On a le sentiment que dans ce conflit, le LKP et le gouvernement ont été les acteurs centraux du jeu. On a le sentiment que le peuple guadeloupéen et l'État ont été les principaux bénéficiaires de la mobilisation. Avant de nous interroger sur les gains de l'État, nous allons essayer de présenter rapidement ce que l'on peut considérer comme étant des victoires du peuple. Alors, à propos de la victoire du peuple, j'en ai repéré, disons, au moins 5 domaines dans lesquels on peut parler de victoire du peuple sans nécessairement que cela corresponde à des pertes pour l'État. La première victoire du peuple, c'est peut-être le lien solidaire et complice qu'il a réussi à nouer avec le LKP. La ressource première du LKP, c'est la rue. La seule référence de la rue, c'est le LKP. Cette interdépendance illustre une relation exclusive par laquelle vous avez une avant-garde, disons éclairée, qui parvient à obtenir une délégation par une masse mobilisée. Et par, disons, un programme qui est conforme aux attentes du plus grand nombre, par une qualité de la prise de parole de son leader, il est incontestable que Lido Mota a une prise de parole de qualité, disons que cette avant-garde va faire la mobilisation. En même temps, elle puise dans la confiance et la détermination de la rue les ressorts de sa propre existence. Il y a une relation solidaire entre les deux. Le LKP fait la mobilisation, et la mobilisation fait le LKP aussi. Donc, à l'évidence, le liénage, pour prendre l'expression, entre la rue et le LKP est intense, il est solide. Cette complicité entre le LKP et la rue
et la masse et le peuple passent par ce que j'ai appelé, entre guillemets, une délégitimation symbolique des élus. Les vrais représentants du peuple sont à l'évidence le LKP. D'ailleurs, de ce point de vue, je veux répéter le rôle qu'a joué Canal 10 dans cette mobilisation. J'avoue que Canal 10 m'a beaucoup aidé à saisir le sens des choses et à puiser également dans le registre des citations pour comprendre ce qui se passe. Donc, encore une fois, je remercie Canal 10 sur le travail qui a été réalisé. Alors, vous avez, surtout sur les émissions Canal 10, j'ai relevé des citations de représentants du LKP du style « Nous ces représentants appellent Guadeloupe, les politiques, yo out ». Vous avez même le porte-parole du LKP qui disait nous n'avons donné mandat à personne pour nous représenter. Vous savez, c'est à la veille de la réunion des exécutifs avec les parlementaires, de nous a clairement dit qu'ils parlent que c'est là pour nous représenter. Alors, à l'évidence, si vous voulez, les premières victimes de la mobilisation sont les élus. Et d'ailleurs, comme en conclusion du constat de leur éviction, de leur marginalisation, le président de l'association des maires annonce sa démission pour, dit-il, retrouver sa liberté et se mettre réellement au service de son peuple. Alors, ça c'est une première victoire, à mon avis. La deuxième victoire, elle est rapide, on peut la comprendre, c'est l'amélioration du quotidien. Le peuple obtient la satisfaction de la revendication la plus difficile, la plus attendue par la masse des salariés, c'est la signature de cet accord BINO et les 200 euros. Alors, je vais ajouter une troisième victoire, ou un troisième domaine, c'est une victoire sur les enjeux et peut-être une victoire dans une certaine mesure contre le LKP. Je m'explique. Les 200 euros d'augmentation de salaire ne contiennent pas que du numéraire, ce n'est pas que de l'argent en fait. Le processus pour obtenir ces 200 euros est peut-être plus important que la somme elle-même. Dans ce conflit, on aurait tort d'ignorer la part de stratégie du peuple qui est conscient de ses intérêts et qui est capable parfois de se jouer de ses élites. Et sur le plan social, le peuple tire les gains d'un engagement orchestré par le LKP tout en fixant les limites politiques de la prise de parole du LKP. Pendant longtemps, le LKP s'est vertu à rappeler et expliquer que le problème statutaire n'est pas l'ordre du jour, ce qui est à l'évidence vrai du côté du peuple en tout cas. Quatrième peut-être point de victoire, c'est la victoire, disons, par la médiatisation et par la politisation. Dans cette crise, la médiatisation a permis au mouvement de s'internationaliser et de parvenir finalement à un niveau d'audibilité très fort qui a franchi le seuil de l'Élysée. On peut considérer que l'inscription de la crise à l'agenda politique est dans une large mesure le produit d'une médiatisation parfois dramatisée. Je pense notamment à la presse française et internationale, française en particulier. Je crois que l'intervention d'Anthony Marinès, de ce point de vue, est très intéressante. Ça montre bien comment on a dramatisé parfois les événements. La crise a touché le tourisme en particulier. Bon, il y a aussi une volonté de mettre l'accent sur la race, la question raciale. Moi, j'ai reçu des gens de M6 qui voulaient absolument me faire dire que le problème était racial. Et donc, il y a une volonté de dramatiser la question. Et donc, je crois qu'il y a une victoire du peuple pour la médiatisation, parce que de mémorandum, aucun événement, à ma connaissance, n'a attiré autant de médias en Guadeloupe. Ça, on a déjà dit, je ne vais pas revenir dessus. Il y a aussi un autre domaine de victoire, c'est ce qu'on pourrait appeler la victoire par le recours à l'argument identitaire. Eric en a déjà parlé, mais je vais quand même dire deux mots. Tout au long de la mobilisation, la plupart des acteurs, dans leur stratégie, ont, d'une manière ou d'une autre, mis en relief l'argument identitaire. L'argument était assez audible, d'ailleurs, pour être repris par le chef de l'État lui-même, qui, à la fin de son discours, adressé à ses compatriotes d'outre-mer, en a fait une des questions clés de l'agenda politique, à côté de la question économique, de la question sociale, de la question institutionnelle. C'est connu, l'identitaire ne s'est pas réduit à la guadeloupéanité. Pour les besoins de la cause, dans ce mouvement, on s'est référé aussi à la francité. Autrement dit, on assiste à un véritable croisement stratégique des répertoires identitaires
On a navigué entre guadeloupéanité et francité, pour les raisons de la cause. Je peux reprendre des citations, y compris de Domota, qui illustrent ce point-là. Alors, puisque j'ai 5 minutes, je passe quand même à la question qui est peut-être la plus importante, la place de l'État. On va passer sur l'essentiel. Alors, pour répondre à cette question, disons, la départementalisation, on sait, c'est peut-être la première mesure significative d'étatisation de nos sociétés après la Seconde Guerre. Les années 70 et les années 80 marquent peut-être un temps fort de la contestation politique de l'État. On a une popularité des organisations nationalistes, des syndicats également, des actions d'opposition, voire violentes, qui défient l'État, les années 70-80. La période contemporaine est marquée peut-être par un changement profond, à la fois du paysage politique et de la prise de parole contestataire. Ce conflit est peut-être l'illustration d'une tendance au renforcement paradoxal de l'État. Alors, je prends quelques exemples. Je ne dis pas que le LKP a renforcé l'État, je vais expliquer sur ça. Je dis que le conflit est l'illustration du renforcement de l'État. Vous avez la frustration qui est exprimée par Jacques Gillot parlant de papa blanc, par exemple, après l'acceptation du LKP de tenir la première réunion de négociation à la préfecture. Cette remarque de Gillot signifie, à ses yeux, que les contestataires, sous-entendus nationalistes, choisissent une relation directe à l'État et marginalisent ainsi les élus. Mais le problème, c'est que la remarque du président du Conseil général ne l'exclut pas lui-même du rapport au papa blanc. On peut interpréter, par exemple, le choix des contestataires du LKP comme le fruit du constat de carence des élus eux-mêmes. Ont-ils réellement les moyens de répondre aux questions posées? Sont-ils en mesure de représenter leurs mandants et porter au niveau des instances étatiques les doléances de la société, comme le postule la démocratie représentative? La réponse nous est fournie par les élus eux-mêmes. Elle prend la forme, par exemple, des déclarations, on l'a suivi, des exécutifs du Conseil régional et général, avouant que la rue a obtenu en un mois ce qu'il demande depuis des années. Donc, à l'évidence, le constat de l'ULKP, de ce point de vue, est éclairant. Dans ce conflit, l'État, en fait, a une double fonction. L'État est pourvoyeur de ressources, mais il est aussi et surtout le régulateur du jeu. L'intervention de l'État ne se réduit pas, on le verra, à une simple action financière. L'État encadre le jeu. La négociation, rappelez-vous, commence symboliquement à la préfecture par une rencontre infructueuse en l'absence des élus, et elle est conclue le 4 mars sous l'égide du préfet. Ce que je veux dire, c'est que, je passe vite, le fait même que la relation directe entre le LKP et l'État s'instaure, le fait qu'elle s'accompagne d'une éviction des élus a du sens. L'État, c'est lui qui a le pouvoir. Et le LKP, lui, a le pouvoir de la rue, et l'État a le pouvoir politique, de fait. Et donc, vous avez d'autres interventions, comme celle du secrétaire d'État à l'Outre-mer, du ministre de l'Intérieur, du chef de l'État lui-même, qui sont autant de maillons de la chaîne étatique, au sens, dans tous les sens du terme, je parle de chaîne étatique. L'arrivée du ministre Gégaud, les attentes exprimées par les différents acteurs à sa descente d'avion, les réactions après son départ, après le départ du préfet, sont autant de révélateurs du poids de l'État dans la société. Quand Gégaud part, c'est un émoi effroyable. D'ailleurs, les propos d'Yves Gégaud lui-même sont assez instructifs. Quand il dit les patrons et les syndicats ont des difficultés à se parler normalement, c'est grave, donc je suis venu. Mais le ministre n'est pas mauvais en heure, nous sommes dans la configuration de l'État républicain, ce qui doit se décider doit l'être avec les acteurs locaux. Bon, on peut tout à fait discuter de tout cela. Alors, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, je veux dire, pour terminer, que ce n'est pas le LKP qui est à l'origine de l'étatisation des relations sociales. La mobilisation et la manière de régler le conflit ne sont que des révélateurs de ce phénomène. Mais l'échec, pour comprendre ce qui se passe, l'échec politique des organisations nationalistes laisse en fait une place vacante. On pourrait même dire une charge lourde dont s'approprie le mouvement social et singulièrement le GTG. Celui-ci cherche à cumuler, on l'a déjà dit, et à rendre compatible
deux fonctions difficilement compatibles, c'est-à-dire celle qui consiste à défendre des intérêts matériels et contester l'ordre politique dans lequel il s'établit ses intérêts. Alors, je peut-être vite, l'exercice n'est pas facile parce qu'il consiste à obtenir le maximum d'avantages sociaux par l'application de lois de l'État dont on conteste la présence. C'est la difficulté majeure que l'on doit assumer dans ce type de situation, dont la Guadeloupe n'a pas de monopole. La situation de Marie-Jeanne n'est pas plus facile. L'expérience martiniquaise de gestion d'une région par un mouvement indépendantiste, c'est du même ordre. Comment éviter que par son implication dans l'application de la loi française, on ne finisse par la légitimer et finalement légitimer le système que l'on combat? C'est la question.